messieurs les ministres, monsieur le directeur général, chers collègues, monsieur le sénateur, chers collègues, chers étudiants, nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir pour cette conférence exceptionnelle qui se tient dans le cadre des activités du nouveau Institut pour la géopolitique et le business, lancé ici à l'ESSEC, et dans le cadre de la stratégie que notre directeur général va présenter d'un mot dans quelques minutes. Avec cet nouvel institut, l'ESSEC entend devenir une école de référence pour aider toutes nos parties prenantes, nos étudiants, les cadres en formation permanente, à mieux saisir l'importance de la connexion entre les soubresauts géopolitiques dans un monde en pleine brutalisation et la vie économique, la vie des grandes entreprises et des grandes organisations. C'est un institut interdisciplinaire qui capitalise sur des entités préexistantes à l'ESSEC, le Centre Irénée sur la négociation, le Centre Géopolitique Défense et Leadership, le Centre européen du droit et de l'économie de ma collègue Viviane de Beaufort, la filière Affaires européennes que je co-dirige avec elle et dont beaucoup d'étudiants sont ici dans la pièce, et notamment des étudiants qui suivent un cours qui a une grande actualité, qui est le cours sur la présidence tournante de l'Union européenne. Et je remercie les deux intervenants, Élise Bernard et Edouard Godot, d'avoir eu la flexibilité pour pouvoir accueillir cette conférence. Tout à l'heure, l'une des étudiants de la filière vous dressera le portrait. Et je sais que vous avez accepté tous les deux de prononcer cet échange en français, mais je pense qu'il est élégant, monsieur le ministre, vous êtes parfaitement francophone, mais il est élégant d'essayer de dire quand même quelques mots en allemand pour vous souhaiter la bienvenue. Also. Sehr geehrter Herr Minister, es ist uns eine große Ehre, Sie hier an der ESSEC begrüßen zu dürfen. In meiner Eigenschaft als Experte für diplomatische Verhandlungen und auch ganz persönlich möchte ich betonen, dass die deutsch-französische Aussöhnung zu den wichtigsten Errungenschaften, danke sehr, Errungenschaften der politische moderne Geschichte zählt. Und wir danken Ihnen herzlich und Minister Haddad auch für Ihr Engagement zur Stärkung dieser Partnerschaft, die heute mehr denn je von zentraler Bedeutung für unsere gemeinsame Sicherheit und Europa insgesamt ist. Danke sehr. Je vais passer la parole à notre directeur général, Vincenzo Vinzi, pour un éclairage sur l'insertion de cette conférence dans la nouvelle stratégie de notre école. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, monsieur le sous-préfet, chers professeurs, chers collègues, chers étudiantes et chers étudiants, on fait tout cela pour vous, avec vous. Donc, je suis vraiment ravi d'ouvrir cette conférence exceptionnelle en présence de deux ministres, de la France et de l'Allemagne, en charge de l'Europe, des affaires européennes. Je n'adresserai pas un mot d'accueil au début en italien, parce qu'il manque le ministre italien, mais donc je resterai dans le français. Mais voilà, trêve de plaisanterie, je crois que c'est très important de donner très rapidement le contexte de cette conférence, le pourquoi on fait, parce qu'on fait des choses magnifiques à l'ESSEC dans cette conférence, mais Aurélien le disait très clairement, en tant que co-directeur de l'Institut Géopolitique et Business, vous savez, depuis le mois d'octobre, on a lancé une nouvelle stratégie à l'ESSEC qui s'appelle Transcend, où l'objectif, c'est vraiment de dépasser les frontières, matérielles et immatérielles, de dépasser tout silo, de casser tous les silos entre les disciplines, entre l'académie et le monde réel, les entreprises, le monde professionnel économique, aussi le monde politique, pour faire en sorte justement d'aborder tous les sujets réels en apportant bien évidemment la dimension business. Et sous la commission, le lancement de cet institut géopolitique et business,
qu'on ne peut pas faire de la géopolitique sans considérer la dimension business et vice-versa. On ne peut pas faire du business sans considérer la dimension géopolitique. C'est vrai qu'à l'ESSEC, ça fait déjà quelques décennies que nous traitons ces sujets, mais à ce moment, on voulait vraiment que ça soit une approche 100% des étudiants, pas seulement pour celles et ceux qui choisissent cette spécialisation, et avec une approche 360 degrés, ça veut dire dans la formation, dans la recherche, mais aussi dans la manière dont l'ESSEC se propose dans les territoires. Et aussi parce que l'ESSEC, aujourd'hui, vous êtes à Cergy, c'est notre quartier général, si j'ose dire, mais on est ici, à Paris, en France, en Europe, mais aussi deux campus à Singapour, ESSEC Asie-Pacifique, et au Maroc, vers ESSEC Afrique. Donc, cette âme tricontinentale doit être, bien évidemment, la manière dont on porte les valeurs de la France et de l'Europe dans d'autres régions du monde, mais aussi dans la manière dont nous apprenons tout ce qui se passe ailleurs en termes de valeurs, en termes d'héritage culturel, en termes de contexte géopolitique, en termes de dimension business, pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse traiter ces dimensions, ces problématiques et arriver plus de ce qu'on pourrait faire de manière fragmentée seule. Donc, c'est ça le contexte, très rapidement, et qui donne beaucoup de sens à cette conférence. Encore, merci beaucoup d'avoir accepté d'être à l'ESSEC aujourd'hui pour éclairer nos étudiants. Je termine justement par la signature de l'ESSEC, c'est éclairer, impulser, transformer. Il a des lead change. Donc, grâce à votre éclairage, mais aussi à votre engagement, je crois que nos étudiants seront éclairés, mais aussi vont s'engager pour impulser la transformation et vraiment la conduire et la prendre à bras le corps. Un grand merci à vous d'être là. Merci beaucoup, cher Vincenzo. Et je vais tout de suite passer la parole à Juliette Brouard, qui doit être là, de manière à ce qu'elle puisse vous tracer le portrait. Et en précisant que c'était très, très important qu'un ou une étudiante de la filière puisse participer à votre accueil, parce qu'à l'ESSEC, nous parlons beaucoup à nos étudiants de l'Europe. Ils y sont sensibles. Il y a ce cours que je mentionnais. Et je dis juste d'un mot, il y a un an, juste avant les élections au Parlement européen, nous avions, avec Édouard Godot, un collègue qui est ici, fait une enquête auprès des étudiants de l'ESSEC pour essayer de comprendre quelles étaient leurs perceptions de l'Union européenne et également leurs attentes. Et je dis en un mot, leur perception était massivement positive et leurs attentes étaient particulièrement exigeantes en termes de souveraineté, qu'il s'agisse d'énergie, de finances ou de défense. Et bien maintenant, Juliette, c'est à vous. Bonjour, messieurs les ministres. Merci de votre venue aujourd'hui à l'ESSEC. Comme tous les intervenants de la filière Affaires européennes, votre carrière est intimement liée à l'Europe. Merci de rejoindre la liste des Européens convaincus qui viennent discuter avec les étudiants de l'ESSEC. Monsieur Günther Kirschbaum, vous êtes ministre adjoint aux Affaires étrangères depuis mai 2025, mais vous avez une longue carrière politique derrière vous. Vous êtes élu au Bundestag depuis 2002. Il y a 10 ans, vous déclariez dans une interview pour le site pédagogique Toute l'Europe que la déclaration Schuman de 1950 était toujours d'actualité. Notamment, je cite, « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Fin de citation. N'est-ce pas encore plus d'actualité aujourd'hui? À l'époque, vous êtes président de la Commission des affaires de l'Union européenne au Bundestag, poste que vous avez occupé pendant 15 ans. Monsieur Kirschbaum, monsieur Haddad, vous avez tous deux des parcours politiques différents. Vous venez des partis CDU, CSU et Renaissance. Pourtant, vous avez une vision commune de l'Europe, celle d'une union pragmatique, c'est-à-dire d'une Europe de la défense face aux menaces qui planent et d'une Europe dont les financements bénéficient uniquement à des politiques qui la font avancer. À travers cette vision commune qui vous unit, qui unit la France et l'Allemagne, qui de mieux à vos côtés que Benjamin Haddad? Monsieur Haddad est le premier que vous venez voir en visite extérieure officielle. Monsieur Haddad, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Avant, vous étiez député à l'Assemblée nationale depuis 2022. On ne pouvait pas trouver meilleur intervenant pour cette conférence sur l'Union européenne à l'heure de la démonstration de la force américaine, puisque votre parcours est très lié aux États-Unis. Vous avez été directeur du Centre européen de l'Atlantic Council, un think tank américain qui pense la collaboration avec les États-Unis sur les enjeux politiques globaux. Alors, peut-on penser l'Europe sans influence américaine? Comment qualifier les États-Unis aujourd'hui? Interventionnistes ou protectionnistes? Partenaires ou concurrents? Alliés ou ennemis? Merci.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va passer maintenant à vos interventions et à votre libre choix, messieurs les ministres. Soit vous restez confortablement assis dans vos fauteuils, soit vous venez ici. C'est comme vous le souhaitez. Sachant qu'on essaiera évidemment d'avoir le plus de temps possible à la fin pour des questions avec l'assistance. Merci beaucoup, monsieur le professeur, monsieur le directeur général, madame, merci de votre introduction et merci beaucoup à vous tous et vous toutes de passer un petit moment avec nous pour parler d'Europe. Dans ce contexte géopolitique que vous avez souligné, qui est effectivement un défi et une opportunité pour ceux qui croient à une Europe plus forte et plus indépendante sur la scène internationale. Et je vois que vous avez intitulé votre institut géopolitique et business. Je crois que c'est très opportun parce qu'effectivement, on est dans un moment où on a besoin de faire sauter les barrières entre le monde du privé et le monde de la géopolitique, où on voit à quel point la politique, la géopolitique a un impact sur les relations économiques, à commencer par ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec la pression douanière de l'administration Trump et les turbulences que ça fait vivre aux marchés mondiaux, mais aussi à la façon dont nous allons devoir réformer, approfondir notre Union européenne, notre marché unique pour pouvoir libérer toutes les opportunités en termes de financement, d'investissement, de capital dans la défense, dans la tech, dans la transition verte. Et quand on parle de souveraineté européenne ou d'autonomie stratégique, ce n'est pas que la défense. C'est aussi comment est-ce qu'on arrive à être moins dépendant des autres, et en particulier des États-Unis, mais aussi des Chinois, dans les domaines de l'intelligence artificielle, du quantique. On voit l'impact aujourd'hui dans les réseaux sociaux et pour notre champ démocratique européen de dépendre d'acteurs extérieurs. Et donc, là, de soutenir nos entreprises, nos innovateurs, nos startups, c'est un enjeu aussi de souveraineté, d'autonomie stratégique pour l'Europe. Et donc, je crois que le lien entre les deux, géopolitique, business, que vous faites ici à l'ESSEC, il est plus pertinent que jamais. Il est absolument essentiel aussi pour penser la construction de l'Europe de demain. Moi, je serai assez bref parce que avec Gunther, on veut vraiment pouvoir échanger avec les étudiants, mais vous avez mentionné effectivement mon passage aux États-Unis et j'en ai tiré une conviction. J'ai passé 7 ans à Washington, j'ai vécu la fin de l'administration Obama, toute la première administration Trump et le début de l'administration de Joe Biden dans les think tanks. Et au fond, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas uniquement lié à la personnalité du président Trump. On voit qu'il est un accélérateur de tendances qui l'ont préexisté, qui ont continué d'ailleurs dans l'administration Biden, que ce soit le fait que l'Europe n'a plus la place centrale pour les États-Unis qu'elle a pu avoir historiquement. C'est Barack Obama lui-même qui avait parlé de pivot vers l'Asie et du fait que la Chine était devenue la priorité numéro 1 des États-Unis pour les démocrates comme pour les républicains. Le protectionnisme, qu'on a déjà vu aussi avant Donald Trump et qu'on a vu continuer, voire s'amplifier sous l'administration Biden. Rappelez-vous de l'Inflation Reduction Act, ce plan massif de subvention de l'administration américaine pour son industrie, pour ses entreprises dans la transition environnementale, sans aucune coordination avec les alliés européens, et qui s'est fait d'ailleurs souvent au détriment de nos intérêts économiques. Le retrait unilatéral d'Afghanistan, AUKUS sur les sous-marins, et j'en passe. Je ne dis pas ça pour sous-estimer l'impact de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, notamment dans le domaine commercial, mais aussi les questions qui se posent sur les garanties de sécurité américaines, l'avenir de l'alliance transatlantique et de l'article 5 de l'OTAN. Mais on voit au fond une tendance de fond. Et la seule réponse à y apporter, pour nous, ce n'est pas tellement de commenter, d'analyser, d'essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mais moi, je crois fondamentalement, comme dans tout dans la vie, il faut se focaliser sur ce qu'on contrôle, et c'est-à-dire sur nous-mêmes en tant qu'Européens. Comment est-ce qu'on peut sortir plus fort, plus unis, plus souverains de ce moment? En investissant massivement dans notre défense, dans un monde qui est de plus en plus conflictuel et dangereux, où on a la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes et la menace que fait peser la Russie au fond sur toutes nos démocraties. Ces dernières semaines, je suis allé en Roumanie, en Moldavie. J'ai pu voir concrètement ce que l'ingérence russe, la manipulation des réseaux sociaux, des algorithmes, l'impact que ça peut avoir sur des démocraties. Et nous-mêmes, nous avons été ciblés
dans le passé. Nous sommes toujours régulièrement avec des attaques cyber contre nos infrastructures, contre nos hôpitaux. Et face à ça, il faut se défendre. Donc, augmenter nos moyens de défense au niveau national, c'est ce qu'on fait, mais aussi le faire au niveau européen en renforçant nos coopérations industrielles et en libérant aussi des moyens européens pour l'industrie défense européenne. Il y a eu des avancées majeures juste dans les derniers jours. On vient de conclure la semaine dernière les négociations sur le plan SAFE, 150 milliards d'euros au niveau européen, un emprunt de la Commission pour aller financer les projets de coopération entre États membres pour réduire nos dépendances dans les cyber, dans le drone, dans les capacités de frappe en profondeur, dans les satellites, quand on voit le rôle qu'a joué Starlink dans la guerre en Ukraine, pour réduire nos dépendances. Donc ça, c'est des avancées concrètes. Il faudra aller plus loin, il faudra aller plus vite, mais on voit que l'Europe est en train de changer de logiciel et commence à s'occuper de sa défense. Les sujets dont on nous avait dit depuis des années que c'était impossible, qu'il n'y aurait jamais de consensus, que c'était une chimère, on voit aujourd'hui que face à l'urgence du contexte international, on avance. Mais cette souveraineté européenne, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que la défense. C'est aussi la tech, c'est aussi les industries vertes, c'est aussi fondamentalement soutenir notre compétitivité. Pour ceux d'entre vous qui ont lu ou qui ont regardé un peu le rapport Draghi, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, le rapport Draghi parle du risque de décrochage technologique, économique, industriel de l'Union européenne face à ses partenaires et concurrents comme les États-Unis. Juste pour vous citer 2-3 chiffres, sur les 30 dernières années, les États-Unis ont généré 2 fois plus de PIB par habitant que l'Union européenne. En 2008, on avait peu ou prou le même PIB que les Américains. Aujourd'hui, il est 30% supérieur aux États-Unis. Pourquoi? Différence de productivité. Les Américains ont beaucoup plus de gains de productivité que nous, qui sont permis essentiellement par l'essor technologique, l'intelligence artificielle, etc., l'automatisation. Bon. Draghi dit qu'on a besoin d'investir par an à peu près 800 milliards d'euros dans la technologie, dans la défense, dans le green, pour pouvoir rattraper notre retard. Ça passe par des investissements publics. Et avec Gunther, on siège au Conseil Affaires Générales de l'Union européenne qui est en charge de négocier le prochain cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le prochain budget de l'Union européenne, où il faudra qu'on ait une ambition haute, précisément, dans tous ces domaines pour renforcer notre compétitivité. Mais ça passe aussi, bien sûr, par les fonds privés. Tous les ans, on a 300 milliards d'euros d'épargne européenne qui franchit l'Atlantique pour aller soutenir l'économie et les marchés de capitaux américains. Alors que je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui se destinent à travailler dans le business et dans les startups. Régulièrement, vous avez des PME, des startups européennes qui ont des idées, qui ont des vraies pépites dans tous les domaines où on a des besoins, mais qui nous disent on a du mal à se financer. On a encore du mal à trouver les fonds de venture cap, les gens qui sont prêts à prendre des risques en Europe pour nous soutenir. Et ils vont soutenir des Américains. Pourquoi? Parce qu'on a encore trop de barrières en termes de régulation, parce qu'on a encore trop de complexité administrative, parce qu'on n'a pas encore l'union des marchés de capitaux qui fait que quand vous regardez l'Europe, plutôt que d'avoir 27 marchés et 27 bourses éclatées, vous pouvez en avoir une seule, et là, vous avez la profondeur. Et ça, c'est le travail que nous, on doit faire là dans la prochaine année, vraiment, parce que je crois qu'on a une fenêtre de tir historique, là aussi, pour prendre des décisions qui ont été trop longtemps repoussées, mais qui, face à l'urgence de la situation, prennent une toute nouvelle ampleur pour rendre l'Europe plus forte, plus unie, plus souveraine au niveau économique. Et donc, vous voyez, je reviens à géopolitique et business. On a besoin non seulement de sortir de la naïveté, d'être très fort et d'être capable de nous soutenir, de nous défendre sur le plan géopolitique, mais ça passe aussi précisément par le renforcement de la compétitivité de nos entreprises, de nos grands groupes comme de nos PME et de nos startups, de soutenir nos entrepreneurs au niveau européen si on veut pouvoir être compétitif. Si on prend toutes ces décisions qui s'imposent dans ce moment d'accélération, je suis convaincu qu'on peut avoir une Europe qui sort de ce moment de transition, de bascule, de turbulence plus forte, qui est capable de prendre son destin en main et de ne pas laisser les autres, les prédateurs, comme dit l'écrivain Giuliano d'Ampoli, pas laisser les autres écrire notre histoire à notre place. C'est le défi historique auquel on fait face aujourd'hui. Pardon, et je devrais le dire, mais Gunther vous le dira. Et à cet égard, évidemment, on ne peut pas y arriver seul.
On a besoin de l'énergie des 27, on a besoin d'unité, mais on a vraiment besoin d'un tandem franco-allemand très fort. Et on a aujourd'hui une équipe à Berlin avec Günther Kriechbaum. On se connaît déjà depuis un petit moment, parce qu'on s'était déjà vu quand j'étais parlementaire et qu'il était membre du Bundestag, puisque l'amitié franco-allemande, c'est ça aussi. C'est pas que des gouvernements qui se parlent, c'est des parlementaires qui échangent très souvent, c'est des liens culturels, des liens associatifs, des liens des entreprises. Il y a une intimité entre nos deux pays qui est une évidence. Et en plus, bon, j'ai la chance d'avoir, vous allez le voir, un homologue qui connaît la France, qui aime la France, qui parle parfaitement en français. Et on a besoin, à cet égard, pour tout cet agenda, d'avoir une qui aime bien le PSG aussi, je dois le soutenir, je le rappelle un petit peu, c'est la deuxième fois qu'on en parle aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir cette ambition franco-allemande très, très forte, très élevée pour l'Europe. Et on a aujourd'hui une équipe à Berlin qui porte cette ambition avec le chancelier Merz, avec sa relation avec le président Macron. Non. Alors, il exagère, comme toujours, mais je l'oserais maintenant de parler en français, parce que je pense que c'est une honte si je suis ici à Paris, si je suis en France, de parler en anglais. Alors, non, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et pour cet accueil chaleureux, parce que je suis ravi exactement de cet accueil. Et j'aimerais aussi dire, Benjamin Haddad, il n'est pas seulement un collègue, il est un ami. Et c'est très, très important si on veut créer la politique, si on veut créer l'amitié franco-allemande et la coopération, parce que pendant les années dernières, ça a un peu souffert. Alors, je pense, on a préparé maintenant à Berlin d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est absolument nécessaire parce que les défis internationaux sont énormes. Si je veux commencer avec félicitations à Paris Saint-Germain. C'était grand chose. Alors, je suis atterrant de VfB Stuttgart, mais vous avez fait mieux. Vous avez fait mieux. Alors, 5-0, c'était sensationnel. Alors, qui a regardé le match? Chacun. Presque tout le monde. Qui était au stade? À Munich? OK. La prochaine fois, c'est nous voulons le réaliser peut-être un jour aussi. Merci pour votre introduction, parce que vous avez dit la réconciliation, c'est si important. Oui, l'âme européenne est la réconciliation. Ce n'est pas l'économie. Le fond est la réconciliation. Le noyau de notre intégration européenne, c'est la réconciliation. Parce que l'économie est importante, la défense est importante, mais tout ça serait impossible sans la réconciliation. Et peut-être la France et l'Allemagne peuvent donner ça comme modèle pour tous les pays des Balkans, mais aussi pour autres coins, d'autres parties dans le monde. Parce que notre stabilité est menacée par toutes les crises. Et c'est aussi la vérité, parce que si je veux mentionner seulement la guerre que la Russie maintenant fait contre l'Ukraine, je dois seulement mentionner la Chine, parce que tous les idées envers la Taïwan sont très doutables. Et c'est maintenant très diplomatique parce que je dois me trouver maintenant dans un autre rôle. J'étais parlementaire depuis 23 ans, mais maintenant je dois être diplomate. Ce n'est pas si facile, Benjamin. Mais, parce que tous les intérêts de la Chine ne sont pas toujours honnêtes, aussi pas envers l'Afrique. Et il faut regarder plus intensif dans l'avenir aussi vers l'Afrique. Moi, je pense par ailleurs, l'Afrique, c'est plutôt des chances que des problèmes par ailleurs. Mais ce n'est pas peut-être le thème aujourd'hui. Mais nous devons aussi voir aux États-Unis. Et tout ce que maintenant le président Trump fait menace aussi la stabilité de notre économie en France, en Allemagne, mais aussi en Europe. Ce jeudi, le prochain jeudi, c'est
chancelier, nouveau chancelier, Friedrich Merz, qui veut voyager. Il va rencontrer Trump à Washington. Et ce n'est pas une mission très facile parce que sur l'un côté, on doit être ouvert, on doit être franc parce que, bien sûr, les États-Unis, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires dans l'OTAN et tout ça. Mais sur l'autre côté, si je vois toutes les intentions que surtout Trump, pas peut-être tous les gens aux États-Unis, qui dirigent vers Groenland, c'est ça qu'on Groenland, merci. Ça serait aussi un cas de défense pour nous parce que le Danemark est membre dans l'OTAN, mais en même temps, c'est aussi membre dans l'Union européenne. Et aussi dans l'Union européenne, nous avons l'obligation d'aider entre nous, c'est-à-dire si un pays est menacé par un autre, nous restons ensemble, comme toujours en Europe. Toi, tu as mentionné tous les sujets qui sont importants et nous avons dit avant le commencement de cet événement de rester, qu'on veut rester le temps aussi pour la discussion. Mais la défense, ça serait un des très, très grands défis aussi pour notre budget. Nous devons maintenant discuter le cadre financier pluriannuel. Et je sais bien sûr, ici en France, mais aussi envers la Pologne et d'autres pays, l'agriculture est saine. Mais sur l'autre côté, j'aimerais vous donner une image. Une image, ça veut dire si on veut inventer l'Union européenne aujourd'hui, tout nouveau, aujourd'hui, on ne commencerait pas avec l'agriculture. C'était juste pendant toutes les années de la dernière siècle, dans les 50 du dernier siècle. Mais aujourd'hui, les défis sont la défense, la sécurité, intelligence artificielle, toute l'innovation technique. Ça, c'est les vrais défis, à mon avis. Et il faut rendre compte que aussi un jour, notre perspective économique en Europe est décisive par tous les critères et tous les sujets que j'ai maintenant que j'ai mentionnés maintenant. Ça veut dire il faut regarder comme dans un miroir. Et dans ce miroir, vous pouvez reconnaître tous les défis que nous avons maintenant, et ce sont d'autres sujets, et je pense, surtout parce que j'ai beaucoup de la jeunesse maintenant dans cette salle, mais il faut rendre compte qu'on doit donner des perspectives économiques à la jeunesse, et ça veut dire investir plus dans tous les sujets mentionnés. La dernière phrase est envers l'élargissement de l'Union européenne. Parce que je sais très bien, c'est discuté en France, en Allemagne, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut discuter ce sujet sur la perspective de la géostratégie. Géostratégie, ça veut ça veut signifier que la Russie essaie d'influencer, d'augmenter l'influence envers toute la région du Balkan. Tu as mentionné, Benjamin, l'influence de médias, et nous savons très bien que la première ronde des élections en Roumanie était décidée par Internet, Instagram, YouTube, exactement par ailleurs par la jeunesse. Et là, on doit observer très, très prudent l'influence des fake news, des cyber attacks. Et là, il doit concentrer aussi sur ces sujets, mais aussi sur l'autre plan, il est nécessaire de donner tous les pays une perspective crédible. La crédibilité a souffert parce que les négociations durent très, très longues et
là, il faut trouver des modèles. Nous avons déjà discuté la dernière fois de ça. Il faut trouver des modèles d'intégrer tous les pays step by step. Ça veut dire de donner des perspectives crédibles avec un added value, avec, laisse-moi dire, une perspective où ça permet de remplir aussi nos promesses. Et ça se fait pendant les années dernières. C'est la dernière phase envers l'élargissement, parce que l'élargissement reste important, parce que sans la Serbie, sans la Croatie, sans tous les pays, la stabilité dans une longue perspective ne sera pas possible dans l'Union européenne. Et il faut bâtir cette Europe. C'est notre projet, c'est notre tâche aussi, mais c'est une Europe avec une perspective pour vous, pour les jeunes. Et j'aimerais vous encourager aussi de continuer avec votre engagement en Europe parce que ça vaut la peine. Merci. Merci beaucoup, messieurs les ministres, pour ces interventions qui étaient à la fois lumineuses, passionnantes et concises, parce que ça va nous permettre d'avoir un temps d'échange avec les participants dans la salle. Qui voudrait poser une question à messieurs les ministres? Je vous en prie, monsieur. Il y a un micro qui va circuler, qui arrive. Bonjour. Bonjour, je suis Archibald, j'ai 23 ans, je suis étudiant ici en master à l'ESSEC. Voilà. J'avais une petite question. Donc, dans l'intitulé, on a le terme démonstration de force. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, que ce soit les États-Unis, la Chine, les prises de décision sont rapides, les présidents ont presque les pleins pouvoirs dans un certain sens. Et à l'inverse, on a une Union européenne qui aujourd'hui, on parlait d'élargissement, a de plus en plus de divergences et peut-être une certaine lenteur dans les prises de décision. Je voulais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, on a Chine et Temu qui, en France, ce sont des entreprises chinoises en Europe, pardon. L'Allemagne est le premier client de Temu et la France, c'est un des gros clients aussi. C'est plus de 800 avions cargo qui arrivent chaque jour en Europe de ces deux entreprises. Il y a 5 ans, ça représentait moins de 5% du commerce intérieur. Comment est-ce que l'Europe, aujourd'hui, peut agir rapidement contre ces nouvelles menaces dans un monde où les autres acteurs agissent rapidement à coup de décision rapide? Voilà. Comment est-ce que le futur de l'Union européenne là-dessus peut évoluer? Bon, c'est une excellente question et évidemment, l'articulation entre la prise de décision, l'efficacité, le poids, c'est un débat qu'on a toujours. Bon, moi, je dirais plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas quand même confondre la rapidité avec l'efficacité. Si on regarde les 45 décrets exécutifs que signe Donald Trump le jour de son arrivée, il y a la moitié qui sont illégaux, l'autre moitié, c'est de la communication. Donc, je ne veux pas sous-estimer ce que vous dites, et c'est un défi, et je vais vous répondre, mais je pense que de temps en temps, on confond efficacité avec précipitation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Europe, on a 27 États, que sur les sujets notamment de politique étrangère et de sécurité, on avance par consensus. Ce n'est pas le cas sur la plupart des décisions. Vous avez, par exemple, des domaines qui sont des prérogatives de la Commission européenne. C'est le cas, par exemple, des négociations commerciales, même si, après, il y a bien sûr des consultations, des échanges réguliers avec les États membres. Vous avez des domaines dans lesquels c'est la majorité qualifiée. Vous avez des domaines dans lesquels c'est l'unanimité. Et au fond, je ne suis pas fédéraliste. Je pense que sur des sujets, par exemple, les questions de sécurité et de défense, il est plutôt positif que ça reste à l'unanimité, on arrive à avancer. Mais on a bien sûr intérêt à agir à 27 et de façon unie, parce que c'est comme ça qu'on est plus fort. Vous voyez, entre les États-Unis et la Chine, on a beaucoup plus intérêt à s'entendre au niveau européen et à assumer des rapports de force de cette façon. Donc ça demande de créer du consensus. Mais moi, vous savez, il ne faut pas sous-estimer nos forces. Prenez la question du commerce international. On a aujourd'hui les droits de douane de l'administration Trump. La Commission européenne mène une négociation. On est 450 millions d'individus. On est le premier partenaire commercial des États-Unis. On a les moyens de répondre, à la fois avec des tarifs symétriques sur les biens, et on y travaille justement. La Commission européenne a fait un certain nombre de propositions pour avoir des paquets de tarifs de réponse, mais aussi on peut aller plus loin, et on s'est doté d'instruments ces dernières années au niveau
européen pour pouvoir justement assumer des rapports de force, sortir de la naïveté commerciale. Que le problème en réalité en Europe, c'est pas tellement la prise de décision, c'est que pendant très longtemps, on a eu un logiciel de retard. Pendant très longtemps, on a eu une certaine naïveté sur le plan commercial. Quand des puissances face à nous, comme les États-Unis et la Chine, avaient beaucoup mieux intégré le politique et l'économique et utilisé, ou la Russie, et utilisé les leviers économiques ou les leviers énergétiques, dans le cas de la Russie, comme des armes géopolitiques, comme des leviers d'influence, comme des outils dans un rapport de force, nous, on avait toujours une grille de lecture qui était uniquement celle du marché, la grille de lecture économique. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est aussi des instruments de puissance. Et donc, par exemple, dans les rapports de force commerciaux, on a, largement sous l'impulsion de la France, renforcé nos outils ces dernières années avec, par exemple, ce qu'on appelle l'instrument anti-coercition, qui nous permettrait d'aller taxer les services numériques américains, d'aller barrer l'accès à des marchés publics, d'aller saisir les propriétés intellectuelles et la licence. Et tout ça, c'est dans la négociation aujourd'hui avec les États-Unis. Quand Ursula von der Leyen envoie son négociateur, son commissaire au commerce extérieur à Washington, elle dit, nous, si la négociation échoue, on pourrait taxer les services numériques américains. Donc, au fond, on a des outils. Maintenant, il faut les utiliser. Il faut assumer qu'on est dans un monde, justement, où chacun doit défendre ses intérêts, sa sécurité, et donc assumer des rapports de force. Donc, ne sous-estimons pas nos forces. Et fondamentalement, il y a peut-être une réflexion institutionnelle à avoir, mais je pense que c'est aussi un état d'esprit et comprendre le monde de conflictualité géopolitique dans lequel on est rentré et nos atouts, justement, pour être compétitifs dans ce monde. Je peux confirmer tout ce que Benjamin Haddad a mentionné, mais j'aimerais ajouter seulement une chose. On voit ici en Europe sur la Chine que la Chine sera très, très stable. Mais la stabilité, vous êtes spécialisé, on m'a parlé de la Chine, je crois, on m'a parlé de ça, mais la Chine a aussi des problèmes. La Chine a des problèmes démographiques. La Chine a des problèmes avec des dettes pas concernant l'État central, mais les régions. C'est-à-dire, quelquefois, on doit regarder un peu, peut-être, avec plus de différences à la Chine. Et j'aimerais montrer aussi une chose, parce que concernant les États-Unis et la Chine, on doit savoir que les États-Unis, les Américains, veulent reculer de l'Europe en faveur de concentrer plutôt dans toute la région de Indo-Pacifique. Ça veut dire on veut concentrer toutes les forces exactement sur cette région. Pourquoi? Parce que là, il se trouve Taïwan. Et c'est très, très clair que la Chine veut intégrer la Taïwan jusqu'à la fin de l'année 2049. Pourquoi? C'est fixé dans leur constitution. Et tous les autocrates, ils en ont un avantage. Toujours, ils disent très clair ce qu'ils veulent. Et j'aimerais montrer maintenant une carte. Je ne sais pas si je peux réussir avec ça. Ça, c'est la Chine. C'est la Chine. Mais maintenant, il est nécessaire de tourner ça, une seconde, vers là. Vers là. Et là, vous pouvez regarder. J'utilise maintenant les expressions en allemand. Sud-Corée, la Corée du Sud, Japon, Taïwan, Philippines, Vietnam. Juste au milieu, il se trouve maintenant Taïwan. Mais si on veut, si ça fonctionne, si on regarde maintenant au nord, c'est une route la plus importante pour pour tout le commerce maritime. C'est une route commerce maritime, une des plus importantes mondiales. Mais la Taïwan est l'île le plus faible dans cette chaîne. C'est-à-dire, il faut observer maintenant, c'est ce que la Chine fait
pour construire des bateaux très spéciaux parce que la topographie dans la mer est très spéciale et pas tous les bateaux peuvent naviguant, oui. Et c'est-à-dire, il faut observer ça très prudent, très prudent. Ils ont pas seulement accéléré la vitesse pour faire ça, mais ils ont aussi doublé les États-Unis. C'est-à-dire, il faut être prêt à ça. Et si je dis maintenant que 2/3 de tous les semiconductors, you will understand. 2/3 de tous les semiconductors sont produits au Taïwan. Ça donne à nous l'obligeance de faire ça aussi en Europe. C'est impossible de devenir indépendant de la Chine ou de Taïwan, mais il faut savoir ça. Et là, je suis absolument sur le côté de votre président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi il a reconnu ça? Il a reconnu la nécessité de bâtir tous les compagnies, toutes les usines pour produire ça en Europe, pour achever une stratégie indépendante, en autonomie indépendante. Et c'est la seule chose que je veux ajouter maintenant envers la Chine, envers le Taïwan, envers toute la région. Et maintenant, on comprend peut-être mieux pourquoi les Américains veulent concentrer plus dans cette région. Et ils disent, alors, l'Ukraine, c'est un pays européen. Vous, les Européens, vous devez vous occuper de vos pays en Europe. Et c'est maintenant très ouvert, très franc, la rhétorique de Trump. Mais je pense Biden aurait fait la même chose. Juste rajouter un mot rapide là-dessus parce que Gunther a parlé de quelque chose qui me paraît très important, qui est l'illusion de la stabilité qu'on voit souvent chez les régimes autoritaires. Et au fond, en sous-jacent un peu de votre question, il y a un thème qu'on entend déjà depuis un siècle, qui est celui de la faiblesse des démocraties face au régime autoritaire. Et c'est un thème qu'on entend dans les années 30. Et puis après, c'est un thème qu'on a beaucoup entendu pendant la guerre froide. Nombre de livres, comment les démocraties finissent, les démocraties sont trop faibles, soit face au fascisme, soit face à la menace communiste. Et en réalité, quand on regarde les grandes crises du dernier siècle, c'est les démocraties qui l'ont emporté. Parce que, certes, la capacité de prise de décision peut être parfois plus lente, plus frustrante, parce que, par définition, il faut convaincre, il faut négocier, il faut trouver des compromis. Mais déjà, je pense qu'il y a une force des capacités d'attraction des démocraties qui se confirme, puisque tu as parlé, j'en ai pas parlé, mais c'est très important, tu as parlé de l'élargissement. Et quand on voit précisément les voisins de l'Union européenne qui veulent rejoindre, qui voient aussi le potentiel de croissance, le potentiel de renforcement de l'état de droit, de la démocratie libérale que ça représente chez eux, on voit qu'on arrive à mobiliser nos populations aussi et qu'au fond, la stabilité est souvent fragile. Et je me rappelle, on a eu encore ces débats il y a quelques années au sujet de la crise du Covid. Et on réalisait le nombre d'articles qui nous disaient que la crise du Covid et la façon dont ça avait été géré en 2020, le nombre de papiers, je parle sous l'autorité Philippe Lecor, qui nous explique que c'est le triomphe du modèle chinois, que le modèle chinois gère mieux. Parce que vraiment, vous voyez des gens, là, 5 ans après, qui vous disent ça aujourd'hui et qui considèrent que la Chine a mieux géré les confinements et la crise du Covid. Bon. Mais à l'époque, ça a été un peu le narratif. Donc, tout en étant très exigeant, vous aviez parlé tout à l'heure de l'exigence des étudiants, très exigeants vis-à-vis des réformes et du renforcement de l'Union européenne, et c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Soyons, encore une fois, ne sous-estimons pas nos forces et n'exagérons pas non plus les forces des autres. Merci. Le temps tourne. Il y avait une question. S'il vous plaît, monsieur, allez-y. Bonjour, messieurs les ministres. Petite question rapide pour parler du tandem franco-allemand. Est-il possible qu'un jour, au nom de l'autonomie stratégique européenne, l'Allemagne achète des Rafales et non des F-35? Et derrière ma question, qui n'est pas provocante, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que la France peut faire pour tendre la main à l'Allemagne au nom de cette autonomie stratégique? Et inversement, quel geste symbolique l'Allemagne peut-elle faire pour dire à la France on n'a pas peur de lutter pour le leadership européen, mais on veut vraiment travailler ensemble? Arnaud Beuglin, ESSEC 26. Je pense que je peux répondre tout de suite à cette question. Alors,
nous sommes pas à ce moment pour la défense dans un état où on peut dire, alors, nous avons achevé l'Europe. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux dire avec ça. L'agriculture, c'est 100% européenne. Le trade, 100% européenne, mais pas la défense. Même si je veux acheter quelque chose sur le marché, si on est dans une cité et on veut bâtir une salle sportive ou quelque chose comme ça, c'est les limites de 5 millions et après, je dois procurement, öffentliche Ausschreibung, wie sagt man das? Ich habe es nicht verstanden, aber jeder hat es verstanden. Okay. C'est-à-dire, on doit le faire sur le niveau européen, mais pas pour les produits européens. Parce que chaque pays veut défendre la propre industrie. C'est-à-dire, c'est en Allemagne, Rohde und Schwarz, Heckler und Koch, en France, Safran, Thales, etc. Mais ce n'est pas l'avenir à mon avis. Nous avons des projets qu'on veut développer ensemble. On a déjà fait avec le A400M, si je peux traduire ça, A400M, et on veut continuer avec Main Ground Combat System. Ce sont des acronymes, ce sont des acronymes en anglais, Main Ground Combat System, avec l'intention de bâtir un tanker, le Panzer, SCAF. Et l'autre, c'est FCAS, on dit pour ça en allemand, FCAS. Et ça, comme projet, de développer Kampfjet, un jet. Yeah, un jet ensemble. Mais ça prend du temps parce qu'il y a aussi des philosophies différentes, à ce que je pense, des philosophies d'économie différentes. Parce que ici en France, surtout à ce qui concerne la défense, il y a beaucoup de choses qui sont influencées par l'État. En Allemagne, ce sont des compagnies plus libres et de trouver sur un niveau ce qui concerne la mentalité, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et c'était aussi les expériences avec les A400M, mais on doit continuer avec ça. Mais mon projet dans l'avenir est de réaliser un jour, on dit pour ça Europäische Verteidigungsgemeinschaft, ça veut dire une communauté européenne pour la défense. Ça, c'est l'avenir parce que nous avons maintenant en Europe plus que 200 différents systèmes d'armes. Aux États-Unis, ce sont 30. Et quel système est plus bon marché? Et en fait, je vais commencer par la conclusion. Évidemment, aujourd'hui, on a déjà un marché qui est extrêmement fragmenté, avec beaucoup trop de duplication, de redondance entre les tanks, les systèmes d'armes. Et donc, on voit bien que quand on investit en Europe, on n'est pas le plus efficace qu'on pourrait être, en particulier quand on se compare aux États-Unis. Et au fond, on a des histoires qui sont différentes. Et on peut comprendre qu'on a des pays qui ont beaucoup investi aussi dans la relation transatlantique, la garantie de sécurité américaine, et que ça s'est aussi traduit par des coopérations industrielles ou par des achats. Et ça, on peut le comprendre. Après, quand on regarde la situation dans laquelle on est, on voit qu'il y a aujourd'hui un allié américain qui, clairement, a d'autres priorités et qui nous l'a dit, d'ailleurs, administration républicaine comme démocrate, qui nous demande d'investir plus dans notre propre défense, et au fond, c'est légitime, d'augmenter nos budgets de défense, et donc d'être plus autonome, d'être capable d'agir sans les États-Unis, le cas échéant. Et pour ça, on a besoin d'une industrie. On a besoin de donner de la visibilité à nos entreprises, de les soutenir, et on avance. Dans le texte européen SAFE dont je vous parlais tout à l'heure, on a mis une clause de préférence européenne. C'est l'argent européen, y compris là de l'argent européen qui sera dépensé par les États membres, ce qui est une avancée. L'argent européen, il doit soutenir une industrie de défense européenne autonome. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question industrielle, je tiens à le préciser, c'est aussi une question de souveraineté. Quand vous achetez des armes à l'étranger, ça vient avec des conditions. Il faut regarder le manuel d'usage sur l'exportation,
sur l'utilisation, sur la maîtrise du savoir-faire technologique. Vous n'avez pas la maîtrise. Donc, si on veut pouvoir garder aussi, nous, la maîtrise de l'utilisation ou de la technologie, on a besoin d'avoir notre propre industrie. Donc, on a des pays, encore une fois, qui ont parfois des liens, des traditions différentes. Ça, il faut le réconcilier, il faut le comprendre. Et je crois que face au contexte, on avance pour pouvoir avoir une industrie autonome. Et ça passe aussi par les coopérations industrielles que tu as mentionnées, dans la défense et dans le spatial. Aussi un domaine très important. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous est compté. On peut prendre encore une question? Alors, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, Philippe Lecor. Oui, messieurs les ministres, je crois que c'est la première fois que j'entends des ministres chargés des affaires européennes parler autant de la Chine. Et donc, je me permets, ça m'a évidemment interpellé. Et vous avez parlé de Taïwan, monsieur le ministre. J'aimerais savoir, de votre point de vue, du point de vue de votre gouvernement, ce que vous feriez s'il y avait une crise dans le détroit de Taïwan. Et est-ce que les Européens doivent se contenter des théâtres qui les occupent au premier chef, c'est-à-dire l'Ukraine, éventuellement d'autres crises, ou est-ce que, comme le président Macron essaye de le dire, et non pas comme le disent les responsables américains, l'Europe doit aussi être une puissance globale et aller joindre le geste à la parole et aller jusqu'au détroit de Taïwan ou en mer de Chine si les conditions l'exigent. Je pense tout d'abord, ça ne serait pas sage de maintenant de présenter la stratégie, comment on veut réagir si c'est le cas des cas. Ça veut dire si la Chine intervient vraiment en Taïwan, il est nécessaire de laisser toutes les options sur la table. De pas présenter maintenant toutes les stratégies parce que c'était, à mon avis, la faute qu'on a fait en Europe avec l'Ukraine. Parce que la Russie a su toujours que l'Europe voulait faire. Toujours. Parce que c'était un peu trop transparent, à mon avis. Mais un point est très, très clair. La Chine observe très exact et avec une prudence la réaction, comment la guerre coûte que la Russie fait envers l'Ukraine. Et je pense maintenant au prix politique, pas seulement au prix monétaire. Bon, ça coûte aussi beaucoup d'argent pour la Russie, sans doute, mais c'est le prix. C'est le prix politique. Et comme j'ai mentionné avant, et là, il y a une différence, à mon avis, entre la Russie et la Chine. Avec commerce. Sans commerce, la Chine est presque morte. Ils ont moins besoin de commerce. Mais sans commerce, ça serait pour ce pays dans une situation très, très difficile. Vous connaissez la Chine très bien, mais ils ont besoin. Les taux, Wachstumsraten, une seconde, croissance, les taux de croissance. Parce que la Chine, ils n'ont pas un système social comme en France, comme en Allemagne, comme en Europe en général. Le système social en Chine est la croissance. Et sans croissance, ça peut-être, ça serait causé dans la société une situation difficile pour la Chine soi-même. C'est-à-dire, c'est la raison, à mon avis, pourquoi la Chine observe ce que la Russie doit payer pour cette guerre envers l'Ukraine. Oui, vous savez que le président de la République était en Asie ces derniers jours, et donc on est une puissance déjà, on a
des territoires dans la région. On a des partenariats stratégiques très forts avec l'Inde, le Japon, bien sûr, l'Australie aussi, et on participe à la sécurité collective de la région, la France, avec le Royaume-Uni, d'autres, avec les États-Unis, bien sûr, participent aux opérations de protection de la liberté de navigation, de sécurité dans le détroit de Taïwan. Donc on participe déjà à la sécurité collective. Et sur la relation plus générale entre l'Union européenne et la Chine, il y a quelques années, il y a un document qui est très intéressant, un document stratégique de la Commission européenne, qui avait essayé de définir une relation avec la Chine en disant, au fond, c'est à la fois un partenaire sur certains grands sujets globaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un concurrent sur les questions économiques, et c'est aussi un rival systémique quand il s'agit de l'organisation de l'ordre international. Et ça peut être les trois à la fois. Et donc on peut avoir des relations avec la Chine, on a des relations commerciales évidemment très fortes avec la Chine, tout en étant extrêmement vigilant, notamment à réduire nos dépendances dans tout ce qui relève de notre autonomie stratégique. Tu as parlé de la question des semi-conducteurs qui est absolument fondamentale. Et là-dessus, nous, on a beaucoup investi en Europe justement pour pouvoir aussi relancer une industrie de semi-conducteurs, de batteries en Europe. Et on a vu la façon dont, là aussi, quand je parlais de la sortie de la naïveté commerciale tout à l'heure, dont on a su réagir pour protéger certaines filières. C'est que l'Union européenne, l'an dernier, a adopté, à la proposition de la Commission européenne, a adopté des droits de douane contre l'industrie de véhicules électriques chinois, parce que la Commission européenne a fait une enquête et a pu voir qu'il y avait des subventions massives de l'industrie des véhicules électriques chinois. Et donc, on se retrouvait avec des véhicules électriques chinois qui mettaient les nôtres en concurrence déloyale. Et donc, on a su adopter les droits de douane. Ça, c'était nouveau. On n'avait pas su le faire dans d'autres domaines, comme par exemple dans le photovoltaïque, quelques années auparavant. Donc là aussi, même quand on a des relations commerciales, il faut être capable de défendre nos intérêts et de le faire de façon unie, et c'est ce qu'on fait. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va avoir en ce moment, parce que quand on a les droits de douane américains, vous avez vu la montée aux extrêmes qu'il y a eu un peu entre les États-Unis et la Chine sur la question des droits de douane. On parle beaucoup de notre relation avec les États-Unis, mais on a aussi le risque de voir arriver massivement sur le marché européen des produits chinois qui ne trouvent plus les débouchés en Europe, aux États-Unis. Donc là-dessus, nous, il faut qu'on soit prudent et qu'on ne se retrouve pas aussi dans un étau entre la pression américaine et une autre forme de pression chinoise. Et on a demandé justement à la Commission européenne de travailler à faire en sorte de pouvoir nous protéger face à ce type de concurrence. Donc c'est une relation, je crois, qui est protéiforme, mais on participe de fait à la sécurité de la région. Merci beaucoup. Le temps, malheureusement, passe. Et on va prendre juste une minute de conclusion. J'ai grand plaisir à laisser la parole à Thomas Friang, que vous connaissez bien, et qui est donc le directeur exécutif du nouvel Institute for Geopolitics and Business. Voilà. Merci, cher Aurélien, messieurs les ministres, monsieur le directeur général, monsieur le sénateur, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les professeurs. Quelques mots, 3 minutes, trois mots, ça ne sera pas une minute, un mot, mais juste pour vous remercier tout d'abord parce que, comme Vincenzo Vinzi nous l'a dit tout à l'heure, vous deviez nous éclairer et vous nous avez éclairé, y compris dans la notion d'ambiguïté stratégique. C'était très important de faire le zoom sur cette notion floue. Merci aussi parce que la précédente conférence de haut niveau qu'on a eue ici permettait d'accueillir Enrico Letta, dont le rappeur Much More Than a Market a pris vie politiquement sous plein de formes, mais aussi avec vos propos, Monsieur Haddad, puisque vous parliez de l'ambition géopolitique et géoéconomique de l'Europe et cette notion très importante d'autonomie stratégique qu'on essaie d'expliquer à nos étudiants à l'ESSEC, et Monsieur Kirschbaum, cette notion aussi d'ambition diplomatique avec le cœur de l'ADN européen, qui est cette idée de réconciliation. Et donc, c'est bien plus qu'un marché, et vos propos l'ont rappelé. Deuxième idée très simple, c'est qu'on va dézoomer de cet échange sur la brutalisation transatlantique, juste pour redire en quelques mots ce qu'on ambitionne de faire avec cet Institut Géopolitique et Business qui prend vie dans cette stratégie Transcend, avec au fond la confluence de deux phénomènes majeurs. D'un côté, la façon dont la brutalisation du monde a mis fin à la mondialisation heureuse, dont ça bouleverse des modèles économiques, dont ça bouleverse des comités exécutifs. Et donc, on va essayer par la recherche, par l'enseignement, de trouver les solutions pour répondre à ce phénomène qui concerne toutes les entreprises. Mais dans le même moment, il y a un autre phénomène majeur, c'est la mutation d'acteurs économiques dans des acteurs géopolitiques stricto sensu. Les plateformes État, les entreprises qui sont pilotées par des puissances prédatrices,
Il y a plein sur le marché aujourd'hui d'acteurs économiques qui ne sont plus stricto sensu des acteurs économiques et ça modifie le fonctionnement des marchés. Il faut qu'on en prenne conscience. On va s'y atteler. Et en guise de conclusion, parmi les conclusions, juste vous dire merci à vous et surtout à bientôt. Parce qu'évidemment, ce point de repère dans le temps nous aide beaucoup, à la veille du sommet de l'OTAN en particulier. Mais on a 2 prochains rendez-vous avant les vacances d'été qu'on peut vous partager. Le Centre européen de droit et d'économie, qui fait partie maintenant de cette famille de l'Institut géopolitique et business, organise avec sa filière Affaires européennes un workshop très important le 17 juin sous la férule de la professeure Viviane de Beaufort, dédiée spécifiquement à la façon de mettre en œuvre les recommandations du rapport Draghi dans le domaine de l'énergie, de la santé, du numérique. Ça va être un moment très intéressant pour plonger dans plusieurs verticales de ce que vous avez mentionné. Et puis, notre dernier webinaire de la saison, si j'ose dire, cher Aurélien, se tiendra le 2 juillet pour un temps de réflexion spécifique dédié aux enjeux géoéconomiques et géopolitiques des minerais critiques. On le voit évidemment dans la toile de fond de la relation avec Taïwan, avec la Chine. On le voit aussi dans les négociations entre les États-Unis et l'Ukraine. On va donc zoomer sur ce sujet spécifique des minerais critiques qui est au cœur d'énormément d'enjeux géopolitiques et business. Merci beaucoup, bon après-midi et encore merci à vous, messieurs les ministres.